Bonjour et bienvenue dans Chères Erreurs, le podcast qui ne vous apprendra rien si vous avez toujours tout bien fait du premier coup. Sinon, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir Fabrice Gatti. Il a passé une vingtaine d'années à la direction de diverses organisations et notamment dans le monde de la Formule 1. Et puis, il y a une dizaine d'années, tu as fondé Mamkel. Alors, Mamkel, tu m'as dit que c'était un petit monstre qui mangeait les gens méchants et qui allait cacher les gens gentils dans la montagne. C'est Et ça. et les sujets que tu vas cacher dans la montagne, c'est l'efficience organisationnelle, le management et les dynamiques individuelles et collectives. Derrière cet habillage presque enfantin, tu mènes des travaux de recherche indépendante sur les sujets du travail, de la motivation et du management Mhm. avec des chercheurs comme François Dupuis ou Roland Gori. François Dupuis a préfacé L'autruche et le curieux, qui est ton premier ouvrage, paru en Ouais. 2023. Et puis Roland Gori a préfacé SOS Travail sous tension, que tu as fait paraître en 2024. Alors, juste un petit point, Cécile, bonjour. Je n'ai pas collaboré avec Roland Gori sur des travaux de recherche. Il m'a gentiment fait l'honneur de préfacer mon ouvrage, mais voilà. Et j'ai collaboré un petit peu avec François. C'était une histoire d'amitié aussi. Et ça fait deux points communs qu'on a. François Dupuis, qui était chercheur invité chez Bossard dans les années 90 quand j'étais jeune consultante. Et c'est là que j'ai fait vraiment mon apprentissage de l'analyse stratégique des organisations et de l'importance du contexte sur la performance, la motivation et d'autres choses que tu connais mieux que moi. Et une deuxième chose qu'on a en commun, c'est notre éditeur, Henrik B., auquel j'adresse mes pensées affectueuses et amicales. Pareillement. Fabrice, tu me disais en préparant l'émission que tu n'aimais pas les super-héros, mais je vais quand même te demander, c'est quoi ton super pouvoir? Alors ça, c'est dur comme question parce que la dernière conférence que j'ai faite, c'était on n'est pas des super-héros. Alors, super pouvoir, je sais pas, mais j'ai certaines, je pense, facultés naturelles et je suis attiré par tous les environnements, moi, qui vont me permettre d'observer ce qui se passe. Une fois que j'ai observé, d'imaginer. Et puis quand j'ai imaginé, c'est de proposer des solutions pour améliorer, de mettre les gens en mouvement. Cette notion toujours de système en mouvement, d'améliorer, de faire participer les gens. Voilà, c'est ça que j'aime faire. Non, mais il y a par contre le revers de la médaille, c'est que rien n'est petit, tout prend de l'ampleur. Voilà. Rien n'est petit, tout prend de l'ampleur. Fabrice, c'est l'homme incapable de faire petit. Ah. Tu as accepté de venir à ce micro après avoir lu les erreurs dont je me moque dans Chères Erreurs. Et tu m'as dit, mais moi aussi, j'ai pris des murs et j'ai relativisé. Et au fond, en rire et en parler, c'est une bonne manière d'en apprendre. Alors, puisqu'on va démarrer là-dessus, quelles sont les chroniques qui t'ont interpellé dans Chères Erreurs? Ah bah, il y a une chronique qui m'a beaucoup fait rire, c'est celle dont tu parlais quand ton mari te disait que tu étais la consultante, je sais plus, la plus célèbre au cimetière, mais c'est la notion de présumer de mes forces. Mhm. Ça là, elle m'a parlé. Et puis la notion sur le respect du cadre, c'est-à-dire l'aveuglement à Ouais. vouloir faire respecter un cadre. Donc ça m'a beaucoup parlé. Parmi Ou d'autres, hein, mais celle-ci. celle où j'ai présumé de mes forces, en effet, je vais y aller très vite. Après une grosse opération, je me suis forcée à retourner au travail trop vite et je me suis envoyée en province dans des conditions qui étaient tout à fait exagérées et j'ai bien failli me tuer sur la route. Et effectivement, quand je suis rentrée, mon mari, qui m'a bien entendu, m'avait dit avant de partir, tu sais, c'est pas prudent, a eu comme commentaire, voilà la consultante la mieux notée du cimetière. Et quant à l'histoire du cadre, je l'ai déjà raconté dans l'épisode 3 avec Séverine Meyers. Et en gros, c'était avec un client très, très fortuné qui s'était fait un jeu de contester mon cadre pour prendre le pouvoir dans la relation. Et moi, je m'accrochais à mon cadre et j'essayais désespérément de faire respecter mon cadre. Et plus j'essayais de me faire respecter, et plus j'y jouais, jusqu'au moment où c'est une superviseure qui m'a dit, mais enfin, Cécile, le problème, c'est pas le cadre, le problème, c'est le pouvoir. Voilà, sur ces deux choses-là, hein, présumer de ses forces, s'aveugler autour du cadre. Toi, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ces deux chroniques? Bah, si tu veux, ça a fait écho avec beaucoup de choses, parce que tu parlais de murs, j'en ai pris pas mal. Et plus on monte, plus on en prend, d'ailleurs, parce que plus les luttes de pouvoir sont importantes. Mais ça a fait écho à une expérience que j'ai vécue quand j'habitais en Autriche. J'étais à la direction d'une petite filiale de Red Bull. Dietrich Mateschitz m'avait chargé d'être garant de la marque, si tu veux. On faisait très attention à ce que les projets, que ce soit sportifs ou les pays, fassent pas n'importe quoi avec la marque sur plein de sujets. Et je rentre d'un voyage, je sais plus où, et mon patron m'appelle en me disant, il faut que tu sois demain à Londres, il y a la négociation d'un gros contrat pour Red Bull Racing, l'écurie de F1, avec Infinity qui devenait notre partenaire titre. Il y avait pas mal de millions et d'obligations en jeu.
Donc je vais là-bas, la réunion se passe et en pleine réunion, il y a la personne qui représente Infinity qui nous pointe du doigt, nous les gens de Red Bull, en disant Red Bull Racing is dead. C'est-à-dire qu'on met de l'argent et comme on met de l'argent, bah, évidemment, maintenant c'est nous les patrons. Je regarde tout le monde autour de moi et personne ne réagit. Et donc, évidemment, puisque je ne peux pas me taire, puisque je suis le super-héros dont tu parlais, garant de la marque, je dis, bah, je pense pas qu'il faille commencer une relation comme celle-ci, parce que si vous venez avec nous, c'est parce qu'on a des choses à vous apporter. Donc, nous, c'est pareil, mais c'est pas comme ça qu'on commence quelque chose, une bonne relation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après coup, je n'ai pas été invité à la réunion d'après, où il a été décidé certaines choses, et notamment que finalement, la voiture qui était toujours bleu Red Bull allait avoir un halo violet. Donc évidemment, quand Matechitz a appris ça, j'ai pris une chasse, mais alors monstrueuse. Et en fait, je me suis battu, je me suis fait pas des ulcères à l'estomac, mais voilà, des insomnies. J'ai été complètement écarté, tout simplement en voulant faire respecter un cadre. Et ensuite, j'ai essayé de me battre pour remédier à ça, alors qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui me dépassaient. Tu vois, quand tu signes un contrat pour plusieurs dizaines de millions qui permet de développer un aileron et que tu es champion du monde, bon, bah finalement, est-ce que la voiture, elle peut avoir un halo violet ou pas? Voilà, je m'étais un peu aveuglé, j'avais un peu présumé de mes forces. Je pensais que Matechitz m'avait donné ce rôle important et je me suis un peu brûlé les ailes pour faire un parallèle avec Give You Wings. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris de cette mésaventure que j'imagine assez cuisante? Alors, la première, une fois que mon ego s'est remis un peu de ça, non, Ouais, ouais. c'est sur la motivation. C'est-à-dire que j'ai compris finalement que j'avais l'impression de participer à un projet, vraiment, on était tous ensemble, et tout d'un coup, j'étais un peu écarté. Donc, ça a énormément affecté pendant un temps ma motivation. Et ensuite, j'ai compris des choses quand j'ai travaillé le sujet sur la théorie de l'autodétermination, sur les différents types de motivation. Le deuxième apprentissage, je crois que ça a été pour moi, mais je l'ai bien après. C'est en lisant beaucoup de chercheurs et en faisant beaucoup de recherches, c'est la notion de perception, qui n'est pas la perspective. Alors je m'explique. En fait, une perspective, c'est quand on arrive à tresser plusieurs perceptions. Or là, moi, j'étais dans ma perception des choses. Il faut être garant de la marque, il faut éviter certaines choses. Et donc, je ne suis pas allé prendre la perception de Christian Horner, qui était à l'époque le team principal de Red Bull Racing, de d'autres parties prenantes. Ça m'a rendu en fait aveugle à la réalité des choses. Je crois que la troisième chose que ça m'a appris, mais vraiment, et que j'utilise encore, c'est la notion de, François Julien appelle ça la propension des choses. C'est qu'en fait, plutôt que de vouloir avoir raison à tout prix et de respecter le cadre, pour revenir pourquoi ça m'a parlé dans ta chronique, c'est en fait, il faut arriver à prendre du recul, rester disponible à ce qu'on appelle les signaux faibles, pour comprendre où est-ce qu'on a des marges de manœuvre, où est-ce qu'on n'en a pas, pour pouvoir en fait s'ajuster, puis épouser ce qui se passe dans le réel. Et tu vois, moi, c'est ce que je disais, je pensais que Matechitz m'avait donné une mission, j'étais garant de la marque, et donc ça passait avant tout. Mais sauf qu'il avait donné d'autres missions à Christian Horner, qui était d'être champion du monde, etc., qui impliquaient peut-être des actions différentes. Donc ça, je m'en sers beaucoup parce que je sais maintenant le moment où il faut agir ou le moment au contraire où il faut se mettre en retrait pour pas se brûler. Et puis, bah, pour en revenir à ta première question, je crois que j'ai appris aussi qu'on n'était justement pas des super-héros aussi. En fait, il y avait beaucoup de choses du contexte qui expliquaient soit la notion de succès, soit la notion d'échec, en fait. C'était beaucoup plus complexe que simplement ce qu'on nous vend aujourd'hui, si je veux, je peux. Je pense que c'est plutôt le contraire, c'est que si je peux, alors je veux. Et qu'est-ce que tu ferais différemment si tu te retrouvais dans la même situation aujourd'hui? Je serais beaucoup plus prudent. Non, c'est-à-dire que j'irai tout simplement vérifier auprès des donneurs d'ordre. J'irai révéler apparemment un antagonisme en fait et prendre appui sur les parties prenantes pour dire ben, qu'est-ce qu'on fait. Moi, D'une j'ai pris certaine quelque chose. manière, si on parle de cadre, Ouais, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, toi, tu es arrivé avec un cadre qui t'avait été donné. Tu ouais. t'es retrouvé face à des gens qui n'avaient pas le même cadre et plutôt que de retourner vers ton donneur d'ordre pour dire, attends, j'ai l'impression qu'il y a un conflit de cadre, à quel niveau est-ce que je dois me positionner pour bien remplir ma mission? Toi, tu t'es accroché au cadre que tu connaissais et puis tu as foncé. Et j'ai pas, quand je te parlais d'aveuglement, c'est que je n'ai pas été suffisamment stratège pour observer Oui. qu'en fait, il y avait d'autres intérêts qui étaient d'ailleurs certainement supérieurs à moi, de la Ouais. mission qui m'avait été confiée. Hein. Tu vois, être garant d'un cadre, ça rapporte pas autant de canettes que d'être champion du monde hein, en termes de visibilité. Hein. Et ça, ça m'a beaucoup appris. Ça évoque aussi quelque chose de très subtil par rapport au cadre. Tu vois, on parle énormément tu vois, du cadre, à quel jeu on joue, quelles sont les règles, etc. C'est que à partir du moment où on te donne un cadre, prendre conscience que on est en train de jouer à quelque chose de différent et qu'il faut que tu recules
pour te poser la question de mais est-ce qu'on joue vraiment au jeu auquel je pensais jouer au départ ou à autre chose et où est-ce que je vais me renseigner pour savoir à quel jeu on joue vraiment, ça suppose de lâcher le truc dont on t'a nommé garant. Donc c'est extrêmement difficile pour un être humain de faire ça. Oui, mais je pense que c'est difficile uniquement si tu t'accroches à ton ego et le fait j'ai raison, j'ai raison. Or, c'est pas ça qui se joue, en fait. C'est ça m'a énormément servi quand il me disait l'apprentissage, c'est par rapport au jeu de pouvoir. Finalement, une organisation, il y a plein de choses qui se jouent, et notamment les jeux de pouvoir. Et finalement, je l'ai appris à mes dépens. Alors, ça s'est bien fini, puisque après, j'ai continué chez Red Bull, hein. Mais ça a été une expérience cuisante. Mais justement, c'est d'arriver à comprendre qu'une organisation, bah, c'est un organisme vivant. Il y a plein de choses qui se jouent, il y a plein d'interactions, et que parfois, par son comportement, en fait, ouais, on peut générer des énervements, des crispations, des frustrations, alors qu'on a voulu bien faire. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a pas de notion de bon et de mal, mais plus ce que tu disais de perceptions différentes qui fait que ça devient complexe et qu'il faut le prendre en compte parce que sinon, en fait, on peut vite se faire comme une quille dégommée par une boule de bowling. Et aujourd'hui, c'est pas dans Ouais. ton activité de consultant, dans ton activité de chercheur, comment est-ce qu'elle s'invite, comment est-ce que tu la recycles, cette expérience et cet apprentissage? Alors, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais la première chose, c'est cette notion d'observation du contexte, en fait. Donc, quand j'interviens dans une organisation, je suis vraiment très sensible à ce qui se joue. Ça, Mhm. c'était un terme de François Dupuis, parce que ce qui se joue, c'est la culture d'entreprise, les jeux de pouvoir, les relations, la manière dont les objectifs vont être fixés, comment les interactions se font entre les gens, etc. Parce que c'est là que tu apprends, en fait, à voir où est-ce que tu peux intervenir pour avoir vraiment, en fait, une démarche utile. Et alors justement, entre l'histoire que tu m'as racontée chez Red Bull, où là tu étais cadre de direction, et Mm. puis ta posture d'aujourd'hui qui est une posture tu vois, de consultant, tu joues plus le même rôle dans le système. Tu as raison. Et la question que je me pose, c'est pour des gens qui sont à des postes de direction et qui sont censés faire avancer les choses, obtenir des résultats, c'est quoi l'enjeu et la difficulté de prendre le temps d'observer dans ton expérience? Alors, il y a un grand problème, je me permets une toute petite digression, il y a un grand problème à l'heure actuelle, c'est l'abstraction de la réalité. On tord la réalité pour tout simplement la faire aller dans notre vision un peu idéalisée des choses. Donc en fait, à partir du moment où tu n'observes plus ce qui se passe, tu te rends aveugle et tu ne peux pas corriger. Je prends un exemple, si tu es entraîneur de foot et que tu ne vois pas que le défenseur se fait enrhumer par l'attaquant au bout de 10 minutes, tu vas en prendre 6, hein. Alors que dans ton plan, tout se passe bien. C'est bien l'observation du réel qui te permet d'ajuster. Ça, c'est important. La deuxième chose où moi j'insiste beaucoup, c'est cette notion de jeu de pouvoir. J'ai écrit un article d'ailleurs sur Red Bull là-dessus. C'est que pour un dirigeant, s'il veut que son entreprise fonctionne, il faut limiter au maximum les jeux de pouvoir. Et donc je leur explique à travers un exemple qui s'est passé il y a très peu de temps pour qu'ils comprennent que les jeux de pouvoir, le problème c'est qu'ils ne se voient pas. Donc on ne voit pas en quoi ça impacte la performance de l'organisation. En fait, chez Red Bull, quand Mateschitz décède, il y a une espèce de guerre qui se déclenche entre deux personnes, Helmut Marko, qui était le conseiller particulier de Mateschitz sur les sujets de Formule 1, et Christian Horner, le team principal. Au moment où ça se déclenche, cette guerre, ces jeux de pouvoir, l'écurie a 4 dixièmes d'avance sur toutes les autres écuries, et donc ils gagnent toutes les premières courses. En 6 mois, ils ont 4 dixièmes de retard. Donc ils perdent 8 dixièmes en 6 mois, ce qui est absolument hallucinant. Et ce que j'aime dans le sport, si tu veux, c'est que je n'importe pas des choses du sport dans l'organisation, parce que ça, c'est une illusion, parce que c'est pas le même contexte. Par contre, on a souvent les résultats immédiats de comportement dans le monde du sport. On voit ce qu'un comportement génère en termes de résultats. Et donc là, ça, c'est transposable en organisation pour les aider à améliorer les choses. Donc ça, c'est observer, échanger, éviter les jeux de pouvoir et décider. Éviter les jeux de pouvoir, comment tu fais ça, toi? Là, j'interviens. J'interviens pour une organisation, je ne peux pas parler du nom. Et ce que j'explique, c'est qu'une entreprise, c'est des périodes de stabilité et d'instabilité. L'illusion de la croissance permanente dans un monde fini, ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Et à un moment, le secteur est porteur, bonne stratégie, l'entreprise monte, puis à un moment, il y a des problèmes. L'entreprise connaît des problèmes un peu comme une plante avec la nature. Quand il y a les bonnes conditions, elle se développe, puis quand il y a de la sécheresse, voilà. Et ce que je dis, c'est que dans les phases de stabilité, les phases qui vont bien, il est important de choisir les bonnes personnes. Et quand on a ces bonnes personnes, en fait, il faut tout faire pour rouler avec ces bonnes personnes. Ce qui n'empêche pas ce que j'appelle l'ajustement individuel stratégique. C'est-à-dire que si on voit qu'une personne ne joue pas collectif, mais qu'elle joue son intérêt personnel, alors là, on n'a pas le choix, il faut couper la corde. Ça nécessite de fixer un cadre de collaboration, de fixer ce qui est acceptable et ce qui n'est pas,
Et ensuite, de sanctionner les comportements qui se situent trop à l'écart de ce qu'il faut faire. Ça demande des dirigeants qui sont au-delà de l'ego, qui ont une prise de conscience de ce qu'ils savent faire, de leurs faiblesses, de mettre en place un cadre où les gens se sentent suffisamment en sécurité pour dire les choses. Parce que souvent, moi, ce que j'ai vu dans les organisations, c'est un peu le système de cours, hein. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne pas, hein. C'est qu'on ne se dit pas les choses qui doivent être dites. Moi, ce que j'entends, c'est qu'au fond, une organisation, c'est plusieurs personnes qui tiennent plusieurs cadres différents. Mhm. Et ces cadres, si on veut qu'ils puissent s'imbriquer, s'emboîter, ça suppose que chaque acteur puisse prendre du recul par rapport à son propre cadre, par rapport à sa propre perception, pour voir l'intérêt supérieur et pas juste une guerre de cadre contre cadre, qui est le jeu de pouvoir classique Qu'on de l'un voit là contre l'autre. aujourd'hui, si tu veux, où le cornu n'arrive pas à faire voter un budget parce qu'on ne regarde pas l'intérêt supérieur, mais simplement, c'est la lutte des partis, tu vois. On a L'intérêt à court vraiment, terme. et je te le dis, si l'État était une entreprise, il y a longtemps qu'elle aurait fait faillite, en fait. Donc on voit bien la stupidité de vouloir garder les positions. Ça ne signifie pas ne pas vouloir défendre ses idées, mais il y a une différence entre la confrontation d'idées et l'affrontement d'ego. En général, les affrontements d'ego, ça mène pas très loin, tu vois. Je prends souvent l'exemple avec Renault, avec Carlos Ghosn ou Tavares chez Stellantis. C'est des gens qui ont des résultats sur 3 4 ans en tordant le cou des fournisseurs. Donc, tu vois, chez Renault, l'action est passée de 70 euros à 120. Et quand il est parti, elle était à 16, hein, 6 mois après son départ, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une fragilisation totale de l'organisation à cause des jeux de pouvoir. Mais le dirigeant doit fixer un cadre, quand tu parlais de cadre tout à l'heure. Et moi, je dois me sentir suffisamment en sécurité pour si je sens qu'il y a peut-être un frottement dans le cadre, il y a... et c'est normal qu'il y ait des frottements. C'est-à-dire que c'est complexe, c'est pas compliqué un système. Complexe, c'est comme la peau, c'est poreux, ça, il y a des échanges, il y a des choses qui se passent, mais je dois me sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir aller dire, et là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau du sport, les entreprises où ça fonctionne, enfin les clubs où ça fonctionne, c'est ces clubs où il y a cette fluidité dans les échanges, dans les interactions, et où tout le monde met un petit peu son ego de côté pour aller défendre l'intérêt collectif. Mm. Avec des ajustements permanents, en fait. Parce que dès qu'il y a Mm. quelqu'un qui rentre, ça modifie les équilibres. Mais c'est ça qui fait que c'est génial. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça ne marche plus, puisque les organisations sont uniquement orientées sur le chiffre, le process et l'abstraction. Mais ce qui fait qu'une organisation fonctionne ou pas, c'est pas de suivre un plan. C'est d'ajuster en permanence au regard du réel. D'où la propension des choses dont je te parlais tout à l'heure, tu vois. Ce que tu es en train de dire, au fond, c'est que sans cadre, rien ne marche, mais si le cadre est rigide, Il tout faut. s'arrête de marcher très vite. Mais oui, et c'est ce que j'aime et ce que je défends, et j'avais publié une tribune dans les Échos là-dessus, c'est accepter l'incertitude en fait. À la fois, c'est parce que c'est le réel. On ne sait pas, voilà, on ne savait pas qu'après l'élection de Trump, il se passerait ça. Enfin, c'est incertain. On ne sait pas que quand Emmanuel Macron décide de dissoudre, ben voilà ce qui se passe. Enfin, c'est pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc il faut l'accepter. Ça n'empêche pas de planifier, de prévoir, mais il faut accepter cette incertitude. Ça m'a appris ça, et c'est encore une fois, j'en reviens à ton super-héros. On n'est pas des super-héros en fait. On peut tout. J'allais y venir. Mais, mais non. Enfin, j'allais y venir. L'acceptation de l'incertitude, c'est aussi l'acceptation de nos limites et enfin, de notre finitude, de notre faillibilité, qui est de moins en moins tolérée. Ce que j'observe dans les entreprises, et je ne sais pas si tu observes la même chose, c'est l'aversion de plus en plus forte au risque qui paralyse absolument tout, la prise de décision, la motivation et tout. Oui, et c'est même pour moi encore pire que ça, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, ça crée un paradoxe, puisque de l'autre côté, on entend toutes les organisations nous dire favoriser la responsabilisation, l'initiative, la prise de décision, sauf que comme tu le dis, en fait, on ne te donne pas le droit à l'erreur. Donc si on ne donne pas le droit à l'erreur, ça c'est la sociologie des organisations qui l'a montré, avec Crozier, avec Dupuis, si je n'ai pas le droit à l'erreur, alors je ne vais pas prendre de risque, je ne vais pas décider. Donc je me désengage. Donc en fait, elles sont en train de créer, les entreprises, les organisations, des systèmes qui sont totalement antinomiques avec ce qu'elles veulent défendre, la performance. On s'écarte un peu, hein, mais c'est un des enjeux. Et ça, non seulement ça ne génère pas de performance économique, mais ça génère énormément de souffrance au travail, comme tu le disais, avec des gens qui se désengagent, non pas parce qu'ils sont... Je suis contre les histoires de génération, pas parce qu'ils ne veulent pas s'investir, mais c'est un comportement protecteur par rapport à une injonction paradoxale qu'ils reçoivent. Donc c'est terrible. C'est terrible pour moi, ça. Et ça, je me bats, j'essaye de montrer aux organisations où se situe leur paradoxe pour pouvoir desserrer ce qu'on peut desserrer, pour redonner du pouvoir au niveau où il doit être, en fait.
Ce que j'ai entendu dans cette conversation, c'est pour pas rester à cheval sur son cadre au risque de se fracasser contre celui des autres, et puis pour pas présumer de ses forces, en tout cas comment est-ce que je peux dire pour positivement ne pas présumer de ses forces? Bah, tu me permets Oui, vas-y. peut-être de faire preuve d'humilité en Oui, acceptant de prendre en compte que un résultat positif et négatif est toujours en fait une interdépendance entre un contexte. oui, Il est capacitant ou incapacitant? Est-ce qu'il me permet d'agir ou pas? Un management, un professeur, un entraîneur, peu importe, mais un agent socialisant, est-ce qu'il est autonomisant et qui me donne envie ou est-ce qu'il est contrôlant? Et puis moi, comment je vais me comporter là-dedans? Est-ce que je vais être engagé, désengagé? Donc c'est cette espèce d'humilité pour dire on n'est pas responsable de tout quand on est responsable et puis on observe un petit peu ce qui se passe autour pour savoir si ça vaut le coup de mettre l'énergie ou si je vais m'épuiser en fait par hmm. rapport à présumer de ses forces. C'est important d'avoir un cadre, de savoir s'adapter pour ne pas Oui. fracasser son cadre contre celui des autres. Et ça suppose de l'humilité et pas dire mon cadre est meilleur que celui des autres, de l'observation et de l'observation du contexte parce que le contexte a une influence sur le résultat bien plus grande la plupart du temps que nos actions individuelles et même collectives. Et ça suppose aussi de prendre un pas de recul par rapport au jeu de pouvoir. Et puis d'échanger. Voilà, et en tout cas, et d'échanger surtout sur tous ces points-là, et d'avoir l'espace, la possibilité, la sécurité pour pouvoir parler de toutes ces choses-là, échanger sur toutes ces choses-là pour pouvoir s'ajuster. Oui, je crois que ce que tu as dit, c'est un mot important, c'est l'espace. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui, puisque tout doit aller vite, tout doit être rapide, tout doit être commode. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de dire dans cet entretien et qu'on n'a pas abordé? Peut-être oui, sur la vulnérabilité, sur les failles dont tu parlais tout à l'heure. Tiens, il y a un film qui m'a énormément marqué, c'est La vie des autres. C'est l'histoire Mhm. d'un colonel de la Stasi qui écoute et observe des intellectuels. Et la question est de savoir s'il va les dénoncer ou pas. Donc, est-ce qu'il va être fidèle au système, donc au cadre du système, ou bien beaucoup plus à finalement sa conviction qui se forge petit à petit. Moi, c'est un film qui m'a bouleversé Mhm. parce que je ne sais pas si j'aurais cette capacité, en fait, de mettre ma vie en risque ou en péril pour défendre une idée ou des autres. Et c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment parce que j'ai envie de créer un observatoire sur la société qui implique énormément de choses. Voilà, je trouve que ton livre est assez chouette pour ça parce que c'est de montrer que, en fait, la vie, ben, l'apprentissage se fait par des succès, des échecs, par des doutes, par plein de choses. Et c'est ça qui fait que ça vaut le coup d'être vécu, en fait. Et je voulais te remercier, Cécile, parce que c'était un échange fort plaisant pour moi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de partager une erreur, pro ou perso, qui vous a transformé, ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait une histoire à partager, écrivez-moi. Tous les profils sont bienvenus, sauf les gens parfaits, évidemment. Je vous invite aussi à noter ce podcast avec des étoiles, si vous avez aimé, ou envoyer cet épisode à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de se réconcilier avec ses erreurs. N'oubliez pas, l'important, c'est pas nos erreurs, c'est ce qu'on en fait. À bientôt!